éclairage. Madame Mandy, je vous en prie. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je remercie tout d'abord monsieur Erwan Binet de m'avoir invité à m'exprimer devant vous sur la situation que vivent les mères lesbiennes non biologiques, qui n'ont donc aucun lien juridique avec les enfants qu'elles ont mis au monde, avec leurs compagnes, dans le cadre d'une famille homoparentale. Monsieur Binet m'a demandé de témoigner de mon histoire pour parler du vécu de celle qu'on appelle la maman sociale, la maman psycho-affective, le second parent, le parent d'intention ou encore l'autre maman. L'autre maman est d'ailleurs le nom de l'association que nous avons créée pour soutenir nos combats et faire en sorte que les droits de nos enfants soient reconnus par cette loi en devenir. Cette loi qui, pour le moment, nous oublie totalement. Nos enfants et nous, l'autre maman, ou l'autre parent, parce que ceci concerne évidemment aussi les papas gays. De métier, je suis réalisatrice de films et j'ai réalisé il y a 10 ans un documentaire intitulé « Nos parents sont gays et c'est pas triste », que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui a été diffusé sur France 2. C'était le tout premier documentaire francophone qui donnait la parole aux enfants élevés par des couples de même sexe. Et je recommande évidemment à tous les députés et sénateurs de visionner ce film, car on voit dans le film, comme vous l'avez d'ailleurs tous dit, que tous ces enfants vont très très bien. Je suis donc ici pour vous parler de situations que je connais bien, à la fois de l'intérieur, puisque j'ai moi-même fondé une famille homoparentale, et de l'extérieur, puisque je m'y suis intéressée en tant qu'artiste. Et les artistes sont là pour regarder la société avec une certaine distance, pour mettre en lumière ce qui ne se voit pas ou ce qu'on ne veut pas voir, souvent, et aussi pour casser les dogmes. C'est en tout cas comme cela que je conçois mon engagement dans la création. J'ai envie de vous dire que le mot fondateur de ce débat, qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est le mot « amour », qui est un sentiment universel. Et ce mot, à part aujourd'hui, a assez peu été prononcé ici à l'Assemblée nationale dans le cadre des auditions. J'étais très assidue devant mon écran et j'ai vu qu'on en parlait très peu. Et pourtant, c'est bien le sentiment amoureux qui est à l'origine des histoires que nous vivons, qui est à l'origine de nos envies de nous engager mutuellement, on parle bien de mariage, et qui est aussi, malheureusement, à l'origine des problèmes qui nous réunissent ici aujourd'hui. Sur le plan des sentiments et des comportements, les homosexuels ne sont pas différents des hétérosexuels. Et en matière amoureuse et filiale, nous ne réussissons pas nos familles mieux que vous, même si nous en avions rêvé, en tout cas pas toujours. Nos histoires d'amour se terminent aussi. Nos familles se décomposent et se recomposent aussi. Nous avons donc besoin des mêmes cadres, des mêmes lois, des mêmes droits que vous, pour protéger nos familles et nos enfants. C'est une question de bon sens et d'égalité. L'amour peut donc se briser, et c'est justement parce qu'il n'y a pas de loi pour encadrer ma situation personnelle de mère sociale que je n'ai pas vu mes enfants depuis 686 jours. Presque 700 jours donc. Et c'est cette histoire-là que je vais vous raconter. Un cas personnel emblématique d'une situation qui tourne mal. Et bien sûr, c'est quand ça se passe mal qu'on se rend compte qu'on a besoin de loi. Voici mon histoire. J'ai aimé la femme avec qui j'ai vécu pendant 15 ans. Et parce que nous nous aimions, nous avons eu envie de transmettre cet amour, mais aussi des valeurs, une culture, et donc de donner naissance à des petits êtres avec qui partager tout ce bonheur. Ce désir d'enfant, il était là dans nos tripes, dans nos ventres. Quand on est homosexuel, faire des enfants, c'est forcément une décision mûrement réfléchie, qui entraîne un long parcours du combattant, quel que soit le moyen choisi d'ailleurs, adoption, conception naturelle, artisanale ou PMA. Nous avons opté pour l'insémination avec donneur anonyme. Nous sommes donc allés à Bruxelles, à l'hôpital Saint-Pierre, où nous avons eu 3 entretiens avec la psychiatre et 2 entretiens avec la gynécologue, avant de pouvoir concrétiser notre projet. C'était donc une affaire sérieuse. Nous avons signé à l'hôpital une convention dans laquelle nous nous sommes engagés l'une et l'autre dans ce projet parental commun. L'année suivante, notre première fille, Clara, est née, portée par ma compagne. J'étais présente à l'accouchement et ce fut le plus beau jour de ma vie. 3 ans plus tard, sa petite sœur Léa est née et ce fut l'autre plus beau jour de ma vie. Je n'étais pas pour elle une mère de chair, mais j'étais une mère de cœur. Je n'étais pas leur mère biologique, mais j'étais assurément leur second parent,
un parent de fait, et c'est ce que nous leur avons toujours dit. Nous avons fait une tutelle testamentaire devant notaire, et de plus, nos enfants portent mon nom de famille comme second prénom sur les livrets de famille. Donc nous avions fait quelques démarches qui permettaient, malgré tout, d'essayer de donner un semblant de filiation comme nous l'avons pu. Les années ont passé, nous avons élevé nos enfants, comme tous les parents. Nous leur avons proposé un environnement familial de qualité, équilibré, aimant. Nous avons aussi pris le soin d'expliquer clairement à nos filles, et depuis toute petite, leur histoire de venue au monde. C'était important. Et très petites, elles ont su qu'elles étaient nées grâce à un don, le don d'un homme qui a voulu nous permettre de devenir mères. Elles étaient des cadeaux, les enfants cadeaux, et nous n'avons cessé d'exprimer notre gratitude que cela ait pu se produire. Pourquoi leur avons-nous raconté leur histoire? Parce que c'était important pour les protéger. Je vous donne un exemple. Notre fille Clara était à l'école maternelle. Elle avait 5 ans. Elle dit à une petite copine, « Moi, j'ai 2 mamans. » La gamine lui répond, « C'est pas possible. » Heureusement, la maîtresse entend la réponse de la petite fille et fait à toute la classe un cours sur les différents modèles de famille, recomposés, décomposés, mixtes, monoparentales et homoparentales. La gamine n'a donc pu entendre de la bouche de la maîtresse que oui, cette situation existait bel et bien, que 2 femmes pouvaient élever ensemble un enfant. Et ma fille a été soutenue dans ce qu'elle affirmait. Mais il n'y a pas toujours des maîtresses aussi attentives et aussi bienveillantes. Et c'est pour cela que nous avons besoin de lois qui reconnaissent nos familles. L'homophobie ordinaire est présente et nous devons protéger nos enfants. Nos enfants ont grandi. Ma compagne était une mère très fusionnelle. Et progressivement, la relation amoureuse s'est dégradée entre nous. Finalement, après 15 années de vie commune, la séparation est devenue inéluctable. Et pire, mon ex-ami a souhaité que je disparaisse de sa vie, niant mon rôle parental et m'interdisant de continuer à avoir les enfants. Mais c'est une histoire très banale. Des mères fusionnelles, possessives, qui pètent les plombs, qui sont dans la toute-puissance. Cela fait partie de l'histoire de l'humanité depuis toujours. Et de nombreux pères ont été confrontés à cela. C'est d'ailleurs bien parce que les parents sont souvent peu raisonnables que vous avez écrit des lois et instauré un juge aux affaires familiales. Dans cette même salle, il y a quelques jours, notre garde des Sceaux, Madame Taubira, utilisait une très belle formulation pour parler de ça. Elle disait que l'amour ne s'éteint pas statistiquement de la même manière entre les 2 parents et que donc, souvent, c'est pour cela que les parents agissent de manière totalement irresponsable. C'est elle qui l'a dit. Dans les couples hétérosexuels non mariés qui se séparent, il a fallu protéger les enfants et leur permettre de rester au contact de leurs 2 parents. Imaginez qu'il n'y ait pas de loi qui règle le droit de garde des enfants chez les hétéros. Imaginez ça 2 minutes. Mais ce serait la foire d'empoigne. Or, les familles homoparentales n'ont aucun cadre juridique. Et les mères lesbiennes, non biologiques, et c'est pareil pour les pères, donc nous, les autres parents, nous n'avons aucun droit. Et c'est donc la foire d'empoigne lorsque nous nous séparons. Comment sécuriser les droits des enfants qui sont donc nés avant cette loi que vous allez voter, lorsque les mères ou les parents se sont séparés? Pour moi, c'est la grande question. Pour ma part, après avoir essayé plusieurs tentatives de médiation qui ont toutes échoué, en désespoir de cause, je me suis tournée vers la justice. Mais n'étant pas considérée comme un parent, je ne peux bénéficier d'une procédure rapide devant le JAF, comme les hétérosexuels. Non, j'ai marche à une procédure pour les tiers, c'est l'article 371.4 du Code civil, et cette procédure est très longue. Le recours en justice est donc totalement discriminatoire aujourd'hui. Alors que j'ai élevé mes enfants pendant 7 ans pour l'aîné et 4 ans pour la cadette, et que je peux en faire la preuve, je ne peux même pas bénéficier d'un droit de visite que l'on offre pourtant aux grands-parents. Non, les autres parents, nous valons moins que les grands-parents, et nous dépendons de l'appréciation souveraine du juge qui donne lieu à des jurisprudences divergentes. Cela fait 14 mois que j'ai saisi la justice. 14 mois. L'affaire n'est toujours pas plaidée. Cela fait exactement 22 mois que je n'ai plus aucun contact avec mes filles. Si on le transpose en jours, c'est encore beaucoup plus effrayant. Ça fait 696 jours sans voir mes enfants. Imaginez que depuis 696 jours,
ces enfants qui avaient l'habitude de me voir au quotidien aux côtés de leur mère, ces enfants que je conduisais à l'école, qui pouvaient compter sur moi, ne me voient plus du jour au lendemain, parce qu'elles ont une mère dans la toute-puissance et qu'il n'y a pas de cadre légal qui vienne la freiner. Que tous les parents de cette salle, et les parents qui nous écoutent et qui ont des enfants, prennent le temps d'imaginer et de ressentir la souffrance que cela représente. Non seulement pour nous, les mères de cœur, mais surtout pour les enfants qui ont besoin de leurs deux parents pour se construire. Des enfants qui ont besoin de conserver les repères qu'ils ont depuis leur naissance, qui vivent aujourd'hui des situations douloureuses, qui vont inévitablement laisser des traces et des blessures dans leur psychisme. Et si leur mère biologique venait à disparaître, qui va s'en occuper? On en a parlé, je vous pose la question. Qui va assurer financièrement leur éducation et leur devenir? En quoi mes devoirs envers ces enfants que j'aime sont-ils différents de ceux de mon ex-compagne? L'amour que j'ai pour mes filles n'est pas différent de l'amour qu'elles leur donnent. Je me demande d'ailleurs ce que fait le défenseur des droits, M. Baudis. Il faut qu'il regarde cette question du point de vue de l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant, afin de leur éviter toute discrimination, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans une société où malheureusement les familles se décomposent et se recomposent, il est important pour la construction de l'enfant de donner un statut clair à chaque parent. Et c'est le rôle du législateur. La nouvelle compagne ou le nouveau compagnon de nos ex joue peut-être un rôle de beau-parent pour nos enfants. Mais ils ne sont pas et ne seront jamais le parent éducatif d'origine, ni le parent qui est à l'origine de leur conception. Le parent qui est à l'origine du projet parental a de fait un engagement sur la durée, puisqu'on est parent jusqu'à la fin de ses jours. Un engagement que n'aura pas forcément un beau-parent qui peut disparaître au gré des recompositions. C'est ce que disent les jurisprudences finement rédigées par des juges qui ont pensé qu'il fallait maintenir ces liens. Et je vous invite à vous appuyer sur leurs arguments pour rédiger votre propre texte de loi. Je vais vous en citer 3. Le tribunal de grande instance de Briey, le 21 octobre 2010. Il est suffisamment démontré qu'il s'est créé autour de l'enfant une famille sociologique dans le cadre de laquelle l'enfant a noué des rapports affectifs tant avec sa mère biologique qu'avec la compagne de celle-ci. Dès lors, l'intérêt de l'enfant commande que soit préservée une stabilité dans ses relations affectives et sociales avec ceux qui ont décidé, dès avant sa conception, d'être ses parents, et qui en ont assumé les obligations et la responsabilité depuis sa naissance, sans que ces relations puissent être remises en cause au gré des recompositions familiales. Voilà un juge éclairé. Le TGI de Paris, le 28 avril 2011. L'enfant a un droit impérieux à connaître son histoire, à savoir le contexte affectif dans lequel il est né, à comprendre la particularité de son histoire et à connaître la personne qui partageait la vie de sa mère lorsqu'il a été attendu et pendant les premiers mois de sa vie. Que l'intérêt de l'enfant doit s'entendre à long terme, que plus grands, les enfants s'interrogeront nécessairement sur leur histoire, sur la personne qui figure sur les albums de famille et qui avait été investie de manière non équivoque par leur mère d'un rôle parental auprès d'eux. Je tiens à préciser que tous les tribunaux n'ont pas été aussi clairvoyants. Je connais de nombreuses mères non biologiques qui ont perdu en justice, aussi bien en première instance qu'en appel, et n'ont donc plus aucun contact avec leurs enfants. Et c'est dramatique. Petit scénario. J'imagine les retrouvailles de ces enfants devenus majeurs, avec les mères en question, qui ne les ont donc plus vus depuis des années, et qui ont donc disparu de leur univers d'enfants. Et les enfants leur disent « Mais pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Je pense que nous n'aurions plus qu'à leur répondre « C'est la faute à la loi. En France, la loi est tellement mal foutue. » Si cette histoire s'était déroulée en Belgique ou dans d'autres pays européens, la mère non biologique aurait pu adopter ses enfants. Il y a donc des traitements différents au sein de la communauté européenne, et ce n'est pas juste pour nos enfants, et cela ne fait pas honneur à la France. Je reprends ici une phrase qui a été citée par Martine Gross dans une des précédentes auditions. Je la cite. « L'existence d'enfants privés de protection juridique rend légitime une réforme leur apportant une filiation conforme à leur environnement familial et la garantie des liens avec leurs deux parents. » Donc on est bien au cœur du problème là. Le mariage pour tous va-t-il régler cette question?
Et je suppose que vous allez voter prochainement ce mariage. Mais le mariage est insuffisant pour assurer une filiation qui soit valable pour tous les enfants dans les différentes cas de figure que nous avons évoqués. Je veux donc avec vous regarder les problèmes concrets que va poser le mariage pour tous s'il n'est pas assorti d'une véritable loi sur la filiation pour toutes les familles. Si la filiation est uniquement possible à travers les liens du mariage, alors je ne pourrai jamais établir de filiation avec mes enfants, car je ne vais pas épouser mon ex-compagne qui est en conflit avec moi. De plus, si la filiation est uniquement ouverte et possible à travers les liens du mariage, alors les nouvelles épouses de nos ex-compagnes pourront adopter nos enfants. Et nous, les autres mamans, nous serons tout simplement rayées de la carte. Je vous demande donc, comment allez-vous sécuriser la filiation de nos enfants? Allez-vous faire en sorte que cette adoption par une tierce personne qui n'est pas nous, donc qui n'est pas le second parent d'origine, c'est que cette adoption ne puisse pas avoir lieu? Quel garde-fou allez-vous mettre en place? Ce n'est pas drôle, vous savez. Si votre loi ne permet pas la filiation, si votre loi ne permet la filiation qu'à travers le mariage, vous verrez des tas de mères lesbiennes, aujourd'hui séparées, et qui ont déjà reconstruit d'autres relations amoureuses, aller se marier avec leurs ex-compagnes, si elles s'entendent encore, afin d'assurer la filiation de leurs enfants. Avez-vous envie de cela? De faux mariages? D'une loi qui soit à ce point mal faite qu'elle invite à la contourner parce qu'elle ne propose pas de solution conforme à la réalité? Et ne me dites pas que ces faux mariages ne pourront pas avoir lieu, car je connais personnellement des mères homosexuelles et des adjoints aux mères homosexuelles qui se proposent déjà de célébrer ces unions pour le bienfait des enfants. Il faut arrêter l'hypocrisie. Nous vivons dans un pays qui fait comme si les choses n'existaient pas, ou si peu. Mais l'amour entre deux personnes de même sexe existe, le désir d'enfant chez les lesbiennes et les gays existe. Les lesbiennes ont recours à la PMA et continueront d'y avoir recours hors des frontières si vous ne l'autorisez pas. Donc de toutes les manières, nos enfants continueront d'exister, ils sont là, ils sont grands, on les a entendus aujourd'hui, tout le monde les voit, et en matière de filiation et d'héritage, tous ces enfants sont discriminés par rapport aux autres enfants. Voilà ce qui m'inquiète profondément, c'est le décalage entre la réalité et la manière dont votre nouvelle loi va traduire cette réalité. Il faut que cette loi soit une loi réaliste, une loi moderne, une loi d'avant-garde, qui regarde vers l'avenir et anticipe sur les problèmes qui vont se présenter. Et non pas une loi d'arrière-garde, déjà dépassée au moment où vous allez la voter. Non pas une loi qui ne serait absolument pas le reflet de la réalité vécue par les citoyens et qui va laisser sur le côté un grand nombre de situations. Des bouleversements dans la famille, il y en a à chaque décennie, parce que nous vivons dans un monde en mouvement. Je vous rappelle que longtemps, la loi n'a pas été adaptée aux situations que vivaient les hétérosexuels. Si on regarde historiquement, dans les familles hétéros, il a fallu attendre 1972 pour qu'il y ait égalité des droits entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Ça fait pas très longtemps, hein. Il a fallu attendre 2002 pour que soit admise pour les hétéros la coparentalité dans le cadre des divorces. Il est temps maintenant de faire ce même travail pour les enfants d'homo, de légaliser tous les enfants nés en cadre homoparental, que l'on pourrait, par analogie, comparer aux enfants naturels d'antan. Marie-Claude Picardat disait dans cette même salle, ne les laissez pas devenir les derniers bâtards de la République. Moi, je vais vous dire mon sentiment profond. Si la France veut aller de l'avant et être un pays digne de la liberté qu'elle revendique, elle doit penser, écrire attentivement cette loi et la voter afin qu'elle tienne compte de la réalité. Et ne me dites pas que c'est impossible. La Belgique le pratique depuis la loi du 18 mai 2006. Ce sont des critères très simples. La filiation s'établit par une procédure d'adoption qui prend 3 lignes dans leur texte de loi. Je le cite. Le parent socio-affectif, qu'il soit donc hétéro ou homo, le parent socio-affectif a le droit d'adopter les enfants de son partenaire s'ils sont mariés, concubins ou cohabitants depuis au moins 3 ans. Voilà, c'est simple, vous pourriez faire pareil. Aujourd'hui, je vous demande vraiment de réfléchir à ces questions, en vous mettant à la place des enfants. Parce que ce que vivent nos enfants, et en particulier les miens, c'est l'histoire de centaines d'enfants en France. Des cas comme le mien, il y en a des dizaines en attente dans les tribunaux, avec des mères non biologiques qui sont psychologiquement à bout. C'est l'histoire d'Isabelle, de Myriam, de Nabila, de Carole, de Laurence, de Virginie.
Alors, nous avons réfléchi entre nous à des propositions concrètes et je terminerai par ceci. Nous sommes bien conscients que la rédaction d'une loi doit s'appuyer sur des évidences, sur des preuves. Or, des documents attestés, des preuves de notre vie familiale, nous en avons tous dans chaque famille homoparentale. Les liens d'amour et filiaux, autour desquels nos familles se sont constituées, ont été formalisés à l'aide de différents documents qui peuvent servir à établir une présomption de maternité, de parentalité ou de filiation. Selon les configurations de couple et de famille, on peut donc trouver, je vais vous les citer ces éléments, une convention de PMA ou un engagement de projet parental commun signé dans un hôpital, bien sûr un PACS, un bail commun qui peut attester d'une vie commune et donc facilement attester qu'on puisse adopter nos enfants. Nous avons des comptes bancaires communs, des crédits souscrits en commun, des attestations de déclaration de naissance de l'enfant en mairie par l'autre parent, des actes de naissance des enfants qui portent notre nom ou notre prénom, souvent en second prénom. Nous avons des tutelles testamentaires rédigées en sein privé ou devant notaire, des certificats de baptême républicains, on en a parlé. Certains d'entre nous ont des délégations d'autorité parentale ou des projets de délégation formalisés. Nous avons des reçus de virements bancaires, factures de scolarité et d'autres activités de loisirs payées par les seconds parents. Nous avons des preuves de versement de pensions alimentaires volontaires, des attestations de gynécologues, de pédiatres, de puéricultrices, d'assistantes maternelles, d'enseignants, de la famille, d'amis, d'entourage proche. Autant de documents qui sont des preuves et le témoignage de l'investissement affectif, financier et quotidien des autres mamans et des autres papas auprès de leurs enfants. Donc voilà, je reviens de manière très brève à ces 5 points très importants que nous voudrions voir figurer dans le projet de loi. D'abord, dans la période transitoire, des procédures en justice simplifiées et à l'identique de celles qui sont offertes aux couples hétérosexuels. Nous demandons au minimum un droit de visite et d'hébergement pour les parents homosexuels, même non mariés. Et il s'agirait pour cela de modifier très légèrement l'article 371.4 du Code civil. Moi, je vous propose ceci. L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec le tiers qui est à l'origine de sa conception, qui a partagé sa vie quotidienne et celle de sa mère biologique, et avec lequel il a de sa mère ou de son parent biologique, bien sûr, et avec lequel il a noué des liens affectifs étroits. Nous demandons l'octroi d'une pension alimentaire au bénéfice de l'enfant, une délégation d'autorité parentale en faveur du second parent, avec maintien des lois en cas de séparation, même en présence de l'opposition de la mère biologique. Sur ce plan-là aussi, la Belgique a fait quelque chose d'assez intéressant. Dans une situation d'adoption par une seconde maman après une séparation, la Cour constitutionnelle belge a rendu le 10 juillet 2012 un arrêt favorable aux commères, ils appellent les commères, dans les dossiers d'adoption par des couples lesbiens compliqués par une séparation. La mère biologique s'est opposée à l'adoption et la Cour institutionnelle précise que, je cite, « l'intérêt potentiel de l'enfant à bénéficier d'un double lien de filiation juridique l'emporte sur le droit de la mère de refuser son consentement ». Voilà, in fine, bien sûr, au-delà de toutes ces demandes préliminaires, je pense que la solution idéale et la seule solution sûre pour nos enfants et tout à fait égalitaire serait bien sûr l'adoption des enfants par le second parent, même hors mariage et même après séparation. Mesdames et messieurs les parlementaires, l'heure n'est plus à discuter du bien fondé d'une loi sur le mariage pour tous, mais bien à rédiger de manière intelligente, subtile, fine, une loi plus large qui concerne toutes les familles et qui soit à la hauteur de la réalité vécue par ceux qui vous ont élus. Soyez vous aussi des artistes dans votre domaine, l'art législatif. Faites une loi qui force l'admiration. Je vous remercie. Merci, Madame Mandé.